Mais ça me paraît important quand même d'intégrer dans le cadre de notre réflexion la problématique de la gestion patrimoniale parce qu'elle conditionne quand même énormément notre exercice et notre façon de gérer notre vie personnelle et professionnelle qui sont très liées. Donc à cet effet, je me permets de vous présenter M. Alain Bourguin, expert comptable, et qui va vous présenter le dispositif d'acquisition de l'immobilier professionnel. Il sera suivi par M. Laurent Tourneuve, qui va essayer, pendant l'exercice, de vous donner un petit focus sur l'épargne salariale qui paraît intéressant et qui est intéressant et très méconnu, pour ensuite donner la parole à M. Ansker, qui est président directeur général de SCAMED, il vous expliquera ce que c'est, et qui parlera des outils au niveau de la gestion patrimoniale concernant notamment les assurances, et il vous expliquera ce dont il s'agit, sachant qu'il ne s'agit pas de responsabilité civile professionnelle dont il sera question. Et enfin, et non des moindres, M. Labadins, que les Strasbourgeois connaissent, président honoraire de la CARMF, qui en plus a une appétence très particulière et expertale sur l'ensemble du dispositif gestionnaire patrimonial du début jusqu'à la fin, parce que dans cette affaire, on sait parfois quand ça commence, on ne sait pas toujours comment ça termine, mais il va essayer de nous guider pendant tout le long de ce trajet et interviendra quand il pourra. Je me permets donc de préciser, en gros, 5 à 7 minutes par intervention et parole à la salle, souhaitant que les échanges soient le plus interactifs possible. Merci. Monsieur Bourguin, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Alain Burguin, je suis expert comptable et commissaire aux comptes et j'ai la particularité d'être également diplômé en gestion de patrimoine et je dirige une société d'expertise comptable à Strasbourg, la société d'audit et de comptabilité qui travaille beaucoup sur les professions libérales. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'acquisition de l'immobilier professionnel. Donc, il s'agit donc de l'immobilier professionnel du chef d'entreprise médicale, mais qui peut également être une opportunité pour lui de réaliser un investissement patrimonial personnel. Et donc l'investissement immobilier est un investissement sur le long terme, donc ça nécessite des précautions afin d'optimiser l'opération. Donc la pierre reste aujourd'hui une valeur sûre, mais compte tenu des échéances, il faut prendre des précautions. Donc je vais articuler mon exposé en 3 points. Qui correspondent aux différentes étapes de la vie d'un bien immobilier, donc l'acquisition, la gestion du bien au cours de vie, et ensuite la sortie du bien, c'est-à-dire la vente du bien. Donc l'acquisition du bien, donc nous avons la problématique financière et le choix du mode de détention. Donc le principe sur la problématique financière, donc aujourd'hui il ne faut pas craindre de s'endetter, les taux sont particulièrement bas. Je lisais dans la revue Investissement Conseil que sur des prêts à 15 ans, nous étions aujourd'hui à des taux de 2,30%. Si on monte à 20 ans, on est sur des taux de 3,05%. Et pour l'investissement immobilier professionnel, le principe, c'est également que l'emprunt est remboursé par l'économie réalisée sur le loyer. Donc, au lieu de rembourser un loyer, on rembourse un prêt. Les bonnes questions à se poser, donc taux fixe, taux variable. Donc, nous avons vu qu'aujourd'hui, nous avons des taux fixes qui sont très, très, très bas. Le mode d'amortissement, amortissement mensuel ou amortissement in fine. L'amortissement in fine peut être une solution d'optimisation pour les gens qui ont déjà un patrimoine. Aujourd'hui, il y a également une problématique qui fait jour, c'est l'assurance. On a la possibilité entre choisir l'assurance traditionnelle de la banque, mais il y a également une libéralisation qui s'est mise en place depuis la loi Lagarde de 2010 et une loi Hamon de juillet 2014 qui permet donc aux emprunteurs de choisir d'être sur un marché qui est beaucoup plus concurrentiel. Donc, une autre question à se poser, c'est lorsqu'on fait l'acquisition dans le cas d'une SCI, qu'est-ce qui emprunte, si c'est la SCI qui emprunte ou si c'est chacun des associés et les fonds sont apportés. Donc, l'ensemble de ces éléments fait qu'il faut poser les chiffres sur une feuille de papier et faire ce qu'on appelle un business plan pour mettre en évidence les équilibres financiers, les apports personnels,
permet de voir s'il faut faire un emprunt sur 15 ans, 20 ans ou 25 ans. Le choix du mode de détention. Donc là, nous sommes dans une problématique juridique. Donc le bien, il peut être inscrit simplement à l'actif professionnel de l'entreprise médicale. Dans ce cas de figure, on sera plutôt sur une approche professionnelle que privée. Sinon, le bien peut être acheté dans le patrimoine privé. Donc là, nous avons plusieurs solutions. Soit il est acquis directement par le médecin qui va donc le louer à l'activité professionnelle, soit indirectement donc par une SCI, donc c'est le montage classique, Société Civile Immobilière, qui pourra soit regrouper des professionnels lorsqu'on est dans le cadre d'un exercice en commun, mais cela peut également être une SCI familiale, donc avec les membres de sa famille. Une autre forme de société civile, c'est la SC, Société Civile tout court, donc qui est une société civile patrimoniale qui va avoir également un objet immobilier, mais qui aura également une vocation beaucoup plus large. Donc les sociétés civiles sont des outils de transmission qui permettent d'avoir des revenus à terme. Ça permet également de protéger le conjoint, de protéger un enfant défavorisé, un enfant handicapé. Ça permet de favoriser un enfant particulièrement méritant. Ça permet aussi surtout de favoriser des transmissions familiales paisibles, quoi. Donc les sociétés civiles sont des véritables outils de stratégie patrimoniale. D'autres outils patrimoniaux que je vais juste citer, donc le démembrement de propriété, le crédit bail immobilier, le bail à construction. Nous avons aussi des baux à long terme, des bails amphithéotiques. Donc il y a un ensemble d'outils qui peuvent permettre d'optimiser le mode de détention et qui doivent être utilisés chaque fois en fonction des caractéristiques propres du projet ou de la situation personnelle du chef d'entreprise. Donc je passe donc au cours de la vie du bien. Donc deux aspects, donc soit le bien est inscrit à l'actif professionnel, soit le bien a été réalisé dans le patrimoine privé. Donc s'il est inscrit à l'actif professionnel, c'est la problématique de la déduction des charges. Donc les charges qui sont traditionnellement déductibles sont les frais de notaire, les intérêts, les amortissements, l'ensemble des charges de propriétaire, mais très souvent à la sortie nous avons des problématiques financières. Donc ce n'est pas toujours la bonne solution. Lorsque le bien est acquis dans le patrimoine privé, c'est la problématique de la taxation des revenus. Et donc c'est un problème qui est relativement important parce qu'en général le loyer couvre à peine le service de l'emprunt et donc nous avons très peu de trésorerie disponible pour assurer le financement de l'impôt. Et l'impôt est relativement significatif car on oublie très souvent que le capital de l'emprunt, lui, n'est pas une charge déductible. Donc très souvent, la base de l'impôt, ça correspond au loyer moins les intérêts d'emprunt, donc il reste un montant relativement conséquent à soumettre à l'impôt. Donc deux impôts, donc soit l'impôt sur le revenu, soit l'impôt sur les sociétés, donc ça dépendra du montage patrimonial. Donc l'impôt sur le revenu, le taux est relativement fort, donc on a de l'impôt sur le revenu brut, qui dès les revenus de 72 000 €, on est à un taux marginal de 41%, donc on est très rapidement à 45%, auquel se rajoutent nos fameux prélèvements sociaux, donc de 15,5%, donc nous sommes très rapidement à plus de 60%, et nous n'avons pas de trésorerie, donc vous voyez la pression fiscale qui est insupportable pour certains. L'impôt sur les sociétés, donc une autre possibilité, donc une base taxable qui est moindre, car on va avoir d'autres frais qui vont pouvoir être déduits, et un taux d'imposition qui est plutôt attractif, donc on a un taux de 15% jusqu'à 38 120 € et ensuite 33 1/3, quoi. Donc souvent c'est un choix qui s'impose compte tenu de la pression fiscale très très forte par l'impôt sur le revenu. Donc je continue mon exposé. Donc la cession du bien immobilier, donc là nous sommes en fin de vie du bien, donc on va vendre le bien. Donc soit on est dans la sphère de l'impôt sur le revenu, soit nous sommes dans la sphère de l'impôt sur les sociétés. Impôt sur le revenu, donc c'est un petit peu compliqué. Donc soit le bien était un actif professionnel, et donc là on bénéficie d'un système d'exonération après 15 années de détention pour la partie des plus-values à long terme. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la partie des plus-values à court terme. C'est donc les amortissements qu'on a pu déduire précédemment qui sont retaxés à ce moment-là. Et donc, ce montage, ce que je vous disais au début de mon exposé, est très souvent particulièrement pénalisant. Donc, lorsque le bien est loué, donc c'est la fiscalité des particuliers, donc exonération de l'impôt sur le revenu au bout de 32 ans, exonération de l'impôt sur les revenus au bout de 22 ans. Mais en France, on fait toujours les choses de manière simple. Pour la partie CSG, CRDS, donc l'exonération n'est acquise qu'au bout de 30 ans. La taxation, donc là, nous avons l'impôt sur le revenu, un taux fixe, donc 19%, auquel se rajoutent nos fameux prélèvements sociaux de 15,5%, donc 34%.
Ensuite, je vous ai mis un petit point d'interrogation, donc quelques petites nouveautés. Donc, il y a une taxe spécifique de 2 à 6% pour les plus-values qui sont supérieures à 50 000 euros. Et pour les chanceux qui sont soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, il y a encore une taxe de 3 à 4%. Donc, fiscalité à l'impôt sur le revenu particulièrement pénalisante. Impôt sur les sociétés, donc là, on est un peu sur un schéma, le même schéma que lorsque le bien est détenu à l'actif. C'est-à-dire que les amortissements sont retaxés, mais je dirais qu'il y a quand même tout de même certains avantages, car le taux n'est que de 15% jusqu'à 38 120 euros et ensuite à 33,1%. Et ce que je voudrais également vous dire sur l'impôt sur les sociétés, c'est que donc il s'agit d'une fiscalité éventuelle. Donc pourquoi elle est éventuelle? Parce que déjà, il faut que le bien soit vendu. En matière patrimoniale, très souvent, il peut nous arriver de gommer la plus-value en faisant une donation, car les donations purgent la plus-value. Bon, déjà, autrement, économiquement, il faut également qu'il y ait une plus-value, ce qui n'est pas forcément acquis suivant la nature du bien. Et c'est une fiscalité à terme, donc une fiscalité qui est relativement éloignée, donc à très long terme, parce que le bien, on l'acquiert aujourd'hui pour le vendre dans 15 ans, et à ce moment-là, on ne connaîtra pas la fiscalité. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que tous les avantages acquis, donc le gap, le différentiel entre la taxation, entre l'impôt sur les sociétés tous les ans et l'impôt sur le revenu est quand même relativement fort, puisqu'on a vu avant que l'impôt sur le revenu, on était à plus de 60%. Donc ce gain-là, il risque de contrebalancer fortement cette fiscalité à terme, quoi. Donc aujourd'hui, très souvent, on se pose véritablement la question si l'impôt sur les sociétés n'est pas un bon choix, quoi. Et les mécanismes d'impôt sur les sociétés s'intègrent dans une stratégie patrimoniale plus large, quoi, où très souvent on est dans le cadre de sociétés civiles avec des véhicules qui constituent un véhicule d'investissement, de transmission, ce qu'on appelle une cash box, c'est-à-dire une tirelire qui va capter le produit de la vente et qui sera un outil pour réinvestir dans d'autres biens immobiliers et qui pourra être éventuellement transmis aux enfants. Le démembrement de propriété, juste un mot, quoi. Donc la philosophie du démembrement de propriété, c'est que l'usufruit est acquis par la structure professionnelle, donc pour un temps, donc le temps que l'on a besoin, le temps pour jouir du bien, donc l'utiliser pour son activité professionnelle. Donc ça lui permettra de faire une petite opération de défiscalisation, car cet usufruit s'amortit, donc constitue une charge fiscalement déductible. Et le chef d'entreprise médicale, lui, va acquérir la nue propriété, c'est-à-dire la jouissance à terme. Donc le jour où l'usufruit s'éteindra, il récupérera gratuitement le bien, quoi. Donc très souvent, donc là on mixe une opération patrimoniale, donc l'usufruit pour l'activité et la nue propriété pour le chef d'entreprise. Donc voilà, donc j'ai terminé mon exposé. Donc vous avez vu qu'il y a un ensemble d'outils fiscaux et patrimoniaux pour acquérir un bien immobilier. Donc ça nécessite une véritable réflexion. Il faut une réflexion où il faut prendre en compte l'acquisition, la gestion, la cession du bien, ne pas oublier l'incidence de la fiscalité qui est très très lourde. Et donc pour atteindre ces objectifs, donc le chef d'entreprise médicale doit s'entourer de professionnels compétents. Et donc peut-être des mots à retenir. Donc retenez peut-être le mot société civile, le mot démembrement, le impôt sur les sociétés et stratégie patrimoniale. Donc il n'y a pas de recette miracle. Et donc il faut chaque fois étudier et en fonction de la situation personnelle, familiale, il y a tel ou tel choix qui se fera. Bon, je vous remercie. Là, je remercie M. Bourgeois d'avoir tenu les temps d'une part, et d'autre part, je crois que ce qu'il faut retenir, nous n'avons pas de formation en cette matière. Faites-vous aider, ne démarrez pas dans le brouillard et essayez d'avoir des contacts avec des personnes compétentes et n'ayant pas personnellement d'intérêt direct dans l'affaire. Je ne vise personne. Monsieur Tourneau, s'il vous plaît, vous allez nous parler un petit peu de ce qu'il est possible de réaliser lorsque vous êtes en exercice pour exploiter quelques ficelles fiscales qui restent, sachant que là aussi, vous ne démentirez pas, M. Bourgogne, aujourd'hui, on sait à peu près où on en est. Demain, dans des délais très courts, on ne sait pas où on sera sur le plan fiscal. Ça change très vite. Ce qui était vrai avant-hier n'était plus vrai hier. Je ne suis pas sûr que ce soit encore vrai demain. Donc, aujourd'hui, on nage. Oui, bonjour. Donc, Laurent Tornov. Je vais simplement vous dire ce que je fais dans la vie. Donc, je travaille au Crédit Mutuel et j'interviens dans le domaine de ce qu'on appelle l'approche sociale. Donc, je vous ai préparé un petit schéma. Ça
ça marche pas. Donc mon domaine d'activité, c'est la santé, la retraite, l'épargne, enfin la santé, retraite, les titres restaurants également et la prévoyance. Donc du travailleur non salarié, ce qui est souvent votre cas en tant que profession libérale, et du salarié. Et là, je souhaitais faire un focus sur cette partie-là, donc qui est l'épargne salariale. Alors déjà, le principe, l'épargne salariale, c'est quelque chose de très souple, c'est vous qui mettez en place. C'est un moyen, je vais vous le résumer, c'est un moyen de préparer une épargne, de préparer sa retraite. Globalement, le principe, c'est de pouvoir transférer des fonds du pro vers le particulier dans un cadre fiscal et social avantageux. On va voir qu'il y a des limites, on va voir qu'il y a des contraintes et des avantages. Qui est concerné ? Là, j'ai parlé d'entreprise, mais donc je suis face à des professions libérales. Donc, toute profession libérale ou tout dirigeant qui a un salarié au minimum. Peu importe la durée du temps de travail, mais bon, il faut qu'il y ait quelques heures en plus, on a une nouvelle loi qui est sortie sur le temps de travail, donc qui est quelques heures ça peut être du temps partiel. Donc, pour que vous puissiez en bénéficier, il vous faut un salarié en plus de vous. La femme de ménage suffit, oui. Après, on va voir, vous avez vu qu'il y a un nouveau texte de loi qui est sorti, qui oblige l'employeur à employer un salarié pendant au moins 24 heures par semaine. Je pense qu'il va encore, ça c'est une obligation qui sera mise en fin, qui sera à mettre en place pour le 1er janvier 2016. Je pense que d'ici là, il y aura des aménagements, notamment pour les femmes de ménage, et au niveau des accords de branche. C'est réduit à 16 heures déjà. Ouais. Ouais. Donc là, on a déjà 5 heures, vous voyez qu'on a... Voilà. Là, ça c'était déjà le cas, on avait déjà des moyens de déroger. Donc un salarié pouvant déroger à cette obligation, mais par écrit. Qui peut verser le dirigeant. Donc je vais vous appeler, vous en tant que profession libérale, en tant que dirigeant, vous pouvez verser à partir du moment où vous employez un salarié au moins 6 mois par an, consécutifs ou non. Le salarié peut verser à partir du moment où il a 3 mois d'ancienneté. Ça, ce sont déjà des détails. Et le conjoint du dirigeant, donc associé, collaborateur, vous avez parfois des conjoints qui travaillent avec vous, peuvent également bénéficier des dispositifs. Comment ça fonctionne ? Je vais appeler ça l'adhérent. Vous, en tant que profession libérale et ou le salarié, va faire un versement volontaire. Je vais appeler ça l'épargnant. L'entreprise va verser un abondement. C'est sur l'abondement que vont porter l'ensemble des avantages fiscaux et sociaux. Le tout va être versé sur des fonds. C'est très proche d'un plan d'épargne en action. Nous allons vous proposer des fonds. Il y aura des rendements sur ces fonds. C'est vous qui les choisissez. C'est vous qui pouvez panacher, qui pouvez arbitrer au niveau de ces fonds. La sortie se fait en capital. Dans les deux cas, c'est le seul. Vous avez un contrat court terme qu'on va appeler le plan d'épargne entreprise. Les fonds sont bloqués pendant 5 ans, sauf des cas de déblocage anticipé. On va y venir, qui sont quand même assez nombreux. Et vous avez un contrat de retraite qui s'appelle le PERCO. C'est le seul contrat, à ma connaissance, où vous pouvez sortir en capital. Vous avez un avantage fiscal, social, on va le voir, et une sortie en capital. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Je sais que je vais assez vite, je suis un peu restreint par le temps, mais oui. Revenez sur versement. Je vais vous montrer. Donc, dans un exemple, c'est vous en tant que dirigeant qui mettez en place la règle d'abondement. Donc, par exemple, l'abondement est égal, c'est le maximum, 300% du versement volontaire. Donc, dans mon exemple, vous, par exemple, vous versez 100 et ou vos salariés, vous versez 100. L'entreprise, le compte professionnel, vous prélevez 300 et vous avez 400 € sur un compte à votre nom ou au nom du salarié. Et c'est sur les 300 € sur l'abondement qu'il y a un avantage, fiscal et social. D'accord ? Donc, on met en place une règle. Cette règle, c'est vous qui la déterminez, c'est vous qui pouvez la changer. On va revenir, ce qui est plus intéressant, c'est la partie fiscale. Déjà, les plafonds. Les plafonds, alors c'est pas la solution retraite ou la solution épargne, mais vous pouvez sortir globalement sur le contrat court terme, où vous avez donc plan d'épargne entreprise. Vous pouvez sortir 3 000 € par année civile. Sur le contrat de retraite, on peut aller jusqu'à 6 000 €. Donc si on cumule les deux, on peut sortir jusqu'à 9 000 € du compte pro, le transférer sur le compte privé, dans un certain cadre fiscal. Donc d'un côté, je prépare une épargne, de l'autre côté, je prépare ma retraite. Je vous ai déjà mis une indication, oui, naturellement, cet abondement, sans impôt, sans charge. Mais j'ai un petit schéma qui pourrait vous intéresser après.
Juste pour vous expliquer le fonctionnement, ce que vous versez par exemple, j'ai pris une diapositive, ce que vous versez en 2015 est disponible, ou en 2014 est disponible en 2019. Donc il y a toujours un décalage de 5 ans, ça c'est si vous voulez la contrainte. L'État a dit oui, vous avez un avantage fiscal et social, mais les fonds doivent être bloqués pendant 5 ans. Pareil pour le contrat retraite, ce que vous versez cette année est disponible en 2014 par exemple, est disponible uniquement au plus tôt au moment où vous allez demander votre retraite. Ce qui ne vous empêche pas de continuer à cotiser sur les deux dispositifs. Je voulais simplement vous dire que par cette diapositive, je ne vais pas tout vous expliquer, tout lire, mais les fonds sont bloqués pendant 5 ans, sauf un certain nombre de cas de déblocage anticipé. Je prends simplement pour lire cette diapositive, vous versez aujourd'hui, vous vous mariez demain, les fonds sont disponibles sur le contrat court terme. Je prends le cas de la résidence principale. Vous n'avez peut-être pas encore votre résidence principale pour les plus jeunes. Donc vous utilisez le PE et le PERCO et au moment de l'achat de votre résidence principale, que ce soit la première ou les suivantes, vous pouvez débloquer les 2 contrats. Donc ça peut vous servir d'apport au niveau de la résidence principale. Donc il y a des cas qui sont plutôt positifs et des cas négatifs. En cas positif, j'ai la naissance, le mariage, l'agrandissement de la résidence principale et l'achat de la résidence principale. Ça, je pense que c'est le graphique le plus important. Là, on voit qu'au niveau, je vais prendre la colonne abondement tout de suite. Au niveau de l'abondement, 1 000 € d'abondement, vous avez vu qu'on peut aller jusqu'à 9 000 €. 1 000 € d'abondement, vous n'avez pas de charge sociale. Donc, vous êtes profession libérale, donc c'est environ 45 à 50%. Là, j'ai pris l'exemple d'un salarié. Donc, pas de charge sociale. Pas de charge sociale pour vous, ni patronale, ni salariale pour un salarié. Donc, vous avez là déjà un gain qui est au moins de 50%. Par contre, l'État a décidé de mettre en place, depuis quelques années, un forfait social de 20%. Donc, je prends l'exemple, vous gagnez 45% au niveau des charges sociales. Par contre, vous devez payer 20% de forfait social. Après, vous ne payez pas d'impôt sur le revenu sur ces sommes. Vous payez juste de la CSG-CRDS que vous payez habituellement au taux de 8% sur l'ensemble de vos rémunérations. Donc quel est le gain? Le gain, c'est pas de charge sociale, pas d'impôt sur le revenu. Vous placez le tout sur un PE, sur un PERCO. Sur ce PE, PERCO, en principe, il y a des plus-values. Sur ces plus-values, il n'y a pas d'impôt sur le revenu non plus. Donc c'est un moyen de se rémunérer hors charge, hors impôt sur le revenu. Le principe, donc globalement, vous gagnez 50%, ça dépend de votre impôt sur le revenu, vous gagnez environ 50% par rapport à de la rémunération. Nous, on va vous proposer des fonds, une gestion libre, on a une multitude de fonds, des fonds qui sont classiques, du monétaire à l'obligataire, on a des fonds, on va avoir des fonds pierres, des fonds avec des garanties partielles, des fonds or et matières précieuses, enfin une multitude de fonds qu'on pourra vous proposer au niveau de votre gestion personnelle ou une gestion pilotée où nous gérons en fonction de la durée qui vous reste, la durée qui vous sépare de votre départ à la retraite. J'espère avoir respecté les temps. Juste avoir une petite approche. C'est une petite approche de ce qu'on peut faire dans ce domaine pour vous et pour vos salariés. À voir, c'est vous qui... Juste un petit mot. Si vous avez des salariés, c'est bien vous qui dirigez le système. C'est vous qui donnez le montant que vos salariés peuvent verser. On vous diriger l'ensemble du dispositif. Le montant n'est pas forcément le même pour vous. Et pour le salarié. Le pourcentage d'abondement est le même. Juste pour comment ça se... En pratique, généralement, le dirigeant ou la profession libérale va au maximum des 2 dispositifs et on va pouvoir motiver son salarié en lui proposant par exemple de verser 100 €. Cette année, ça a bien fonctionné, on a bien fonctionné ensemble. On propose de verser 100 €, vous le faites pas. Le salarié le fait, le salarié le fait pas. Ça vous limite votre enveloppe au niveau des frais, oui. Merci, on va Je vous en prie. faire intervenir Merci M. beaucoup. Oscar, puis la Badance qui fera le circuit complet et on posera des questions à tous nos experts présents. Oui, bonjour, Monsieur Ansker. Donc, je suis président directeur général de SCAMED. SCAMED est une filiale d'une association qui a été créée pour les médecins et qui s'appelle ASUMED, dont nous avons le président présent dans la salle. Donc moi, je vais vous parler de l'assurance comme outil de gestion patrimoniale. Alors, ça va vous sembler bizarre, mais ça existe. Donc, se constituer un patrimoine est le projet de tous,
Dès qu'on commence à travailler, on se dit, je vais gagner de l'argent, je vais me constituer ce patrimoine. Mais ce patrimoine, il va falloir le développer et il va falloir surtout le sécuriser pour le transmettre ensuite à son conjoint ou à ses enfants dans de bonnes conditions. Et ça peut parfois être compliqué ou devenir compliqué si on n'a pas, si on ne s'est pas entouré de tous les conseils auxquels on peut prétendre. Alors votre période, votre temps de travail, il faut l'estimer à peu près à 35 ans. Donc ces 35 ans, je vous propose, on va les découper en 3 temps de vie. Donc le premier temps de vie, ça va être celui de l'installation. Vous finissez vos études, vous avez choisi d'être médecin libéral, parce que ça vous plaît, et là, il va falloir vous installer. Donc ce temps de vie, il va être très court. Ça va être le plus court dans votre activité. Pourquoi ? Parce que là, vous allez faire des choix qui vont vous guider sur l'avenir. Donc le premier choix, ça va être de choisir votre mode d'exercice. Votre second choix, ça va être de définir vos besoins financiers. Et votre troisième choix, ça va être de souscrire les assurances qui vont sécuriser ce tout. Alors, quelles sont les assurances que vous allez avoir besoin lorsque vous allez démarrer? Donc la première, ça va être, bien sûr, l'assurance responsabilité civile professionnelle. Vous finissez vos études, vous aviez un contrat responsabilité civile professionnelle, il est plus adapté pour l'exercice libéral. Donc là, il faut tout de suite l'adapter. On sait très bien que la responsabilité professionnelle, si on n'a pas le bon contrat, ça peut vous mettre en danger, et en danger pour des sommes importantes. La deuxième chose, ça va être d'assurer votre cabinet professionnel, en multirisque cabinet. Et surtout, si vous avez acquis ce cabinet, c'est d'autant plus important. Une troisième chose, c'est que vous avez peut-être choisi d'exercer en association. Donc à ce moment-là, il va falloir qu'avec vos associés, vous preniez un contrat qui s'appelle un contrat d'essai croisé, où chacun est assuré pour les autres, pour pouvoir racheter les parts en cas de décès ou d'invalidité. Le local ou les parts que vous allez acquérir, vous allez certainement passer par la case banque, et à ce moment-là, ce financement, il va falloir aussi l'assurer. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez le choix aujourd'hui d'assureur, et il faudra choisir le meilleur contrat. Tous les contrats ne sont pas identiques. Il y a des contrats qui, en cas d'invalidité, ne remboursent pas par anticipation de capital. Donc ça, c'est bien se faire expliquer et bien lire les contrats. Voilà, pas en gras, en petit. Pour sécuriser vos revenus, vous avez déjà une prestation, ça va être la CARMF en cas d'arrêt de travail, mais ça va vite s'avérer insuffisant, donc il va falloir penser assurance prévoyance. Donc couvrir vos temps d'arrêt de travail, s'il y en a, je vous en souhaite pas du tout pendant toute votre activité, mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus, c'est l'accident de sport, c'est l'accident de la vie courante. Le conseil que je donne, moi, c'est de s'assurer très tôt en prévoyance. Il ne faut pas attendre. Alors pourquoi il ne faut pas attendre ? Parce que c'est de l'assurance facultative et votre dossier médical est accepté par l'assureur. Donc si vous avez traîné un peu et que vous ayez eu un accident ou une maladie, automatiquement ça influe sur le contrat. Soit il y a une surprime, soit il y a une exclusion, soit il y a un refus des fois. L'avantage du contrat prévoyance, c'est que la cotisation est déductible en Madelin. Donc ça, c'est quand même pas mal. Bon, vous allez aussi, si vous êtes jeune marié et vous avez de jeunes enfants, vous allez penser automatiquement à votre famille. Donc votre famille, ça va être permettre aux enfants, si vous disparaissiez, qu'ils aient une rente éducation jusqu'à la fin de leurs études, et votre conjoint, pareil, une rente qui lui permettra
de pallier aux besoins de la vie. Vous avez fini vos études, vous aviez une mutuelle étudiant, c'est fini, elle n'existe plus. Donc, pareil, regardez un contrat complémentaire santé pour vos remboursements de soins complémentaires. Bon, ça sécurise pas le patrimoine, mais il faut quand même penser à se couvrir pour ça, surtout sur des risques lourds. Toujours pareil, si vous êtes libéral, la cotisation est déductible en Madelin. Alors vous allez me dire, je vois pas en quoi le fait de souscrire des assurances va apporter quelque chose dans la construction de mon patrimoine. Ben, on va voir que les contrats proposés, donc je viens de vous présenter rapidement les garanties, vont pouvoir influer. Les indemnités journalières que vous allez percevoir en cas de prévoyance n'entraîneront pas de rupture dans vos revenus. Donc si vous avez des charges, ben, ça ne remettra pas en cause ce que vous avez entrepris. L'assurance multirisque de votre cabinet ben, vous permettra d'être automatiquement pris en charge pour tous les sinistres qui se produiront. Dégâts des eaux, incendies et autres. Il n'y aura pas non plus de rupture puisque vous avez de la perte d'exploitation dans votre contrat. L'assurance décès entre associés ben, vous permettra de racheter les parts sans bourse déliée. La seule bourse déliée, ça va être de payer votre cotisation chaque année. Mais sinon, vous aurez cette faculté. Donc, on voit bien que l'assurance est un élément dynamique et important dans le démarrage de votre vie professionnelle, qui vous permettra de ne pas remettre en cause votre objectif et de ne pas annihiler tous les projets que vous avez pu espérer mettre en place. La deuxième partie, ça va être l'activité. On a vu l'installation, temps très court, l'activité. Donc l'activité, c'est le temps où vous allez vous constituer du patrimoine. Donc là, ça va être le cycle le plus long dans votre activité. Donc là, beaucoup de choses vont se passer pendant cette période. Vous allez avoir l'éducation des enfants, vous allez avoir le développement de votre activité, et puis tout ce qui concerne, malheureusement, les aléas de la vie. Ça peut être des divorces, ça peut être des décès, ça peut être tout un tas de la maladie, ça peut être tout un tas de choses. Et, bien sûr, et heureusement, l'évolution de vos revenus vont vous permettre d'avoir des projets qui vont s'élargir, d'avoir des projets immobiliers, de s'intéresser à l'épargne retraite et autres placements financiers. Vous allez aussi penser à une chose, avec le temps, c'est d'aider vos enfants. Donc là, on n'en a pas beaucoup parlé, mais une fois qu'on s'est constitué un patrimoine qui devient conséquent, ça ne sert à rien de le garder sous son coude et puis d'avoir l'ISF, de la fiscalité. Il va falloir commencer à aider ses enfants. Ça décharge un peu cette partie-là. Et, heureusement ou malheureusement, et les deux à la fois, vous aurez des arbitrages à faire en cas d'héritage. Un héritage peut arriver, vous allez toucher une somme, qu'est-ce que vous allez en faire? Donc il va bien falloir arbitrer. Alors qu'est-ce que vous allez faire au niveau de l'assurance? Ben, l'assurance, elle va vivre. Votre plan de prévoyance, vous n'allez pas le laisser au niveau où vous avez débuté votre activité professionnelle. Donc votre plan de prévoyance, régulièrement, alors on dit tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut le réviser. Il faut regarder si les garanties que vous avez sont bien en adéquation avec l'évolution de vos revenus, avec l'évolution de votre famille. Ensuite, vous allez vous intéresser à l'épargne. Donc vous allez dire, tiens, je vais prendre un contrat d'assurance vie. Oui, c'est bien. Vous allez prendre un contrat d'assurance vie. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez aussi prendre un contrat d'assurance vie pour votre conjoint. Donc vous et votre conjoint, vous aurez chacun un contrat d'assurance vie et vous essaierez d'équilibrer les sommes sur les 2 contrats d'assurance vie. Ça, c'est un conseil que je donne. En cas de séparation et de divorce, vous verrez, c'est très utile. Et vous allez dire, à un moment donné, mais ma retraite. Ben, ma retraite,
On en parle tous les jours, la retraite CARMF, c'est entre 2600 et 3000 et quelques euros de retraite que vous allez percevoir à valeur d'aujourd'hui. Ça baissera peut-être d'ici là par mois. Donc vous allez dire, faut que je me constitue un complément de retraite. Alors vous avez aujourd'hui des moyens de le faire, plein de moyens de le faire. Et un des moyens, c'est l'assurance vie. L'assurance vie retraite avec des cotisations déductibles Madelin. Alors pour votre information, il faut savoir, j'appuie pas sur les boutons, il faut savoir que pour percevoir 1000 euros de retraite mensuelle à 67 ans, il faut que vous ayez constitué un capital de 300 000 euros. Donc vous avez le temps de le faire, mais vous voyez, il faut 300 000 euros pour percevoir 1000 euros par mois. Donc c'est important de le savoir. Et puis, vous êtes des gens prudents, vous êtes des gens d'expérience, vous en voyez tous les jours des cas de dépendance. Mais il faudra penser aussi que la dépendance, elle touche également les professionnels de santé et pas uniquement leurs patients. Donc vous penserez aussi, pour vous et votre conjoint, à prendre un contrat de dépendance. Alors on voit bien que les produits d'assurance constituent une bonne gestion patrimoniale. C'est pas la seule, mais ça fait partie des outils de gestion patrimoniale. La troisième partie, ça va être la partie la plus intéressante, puisque ça va être celle de la retraite. J'en ai plus pour longtemps. Ça va être la partie la plus intéressante, puisque tout ce qu'on a mis en œuvre, on va pouvoir commencer à en bénéficier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que statistiquement, vous avez une espérance de temps de retraite, d'années de retraite, à peu près de 20 ans. Mais si vous avez un conjoint, pour ce conjoint, ça sera plus. Alors on s'aperçoit que les femmes, même chez les médecins, vivent plus longtemps que les hommes. Donc vous, bien sûr, avant de prendre votre retraite, vous êtes intéressé à ce qui va se passer en cas de réversibilité si vous veniez à des SPAD prématurément. Alors, vous pensiez que tout allait être simple à la retraite. Ben, vous verrez que c'est pas si simple que ça, parce que vous allez quitter des années riches, humainement, socialement, et parfois vous avez des responsabilités syndicales ou associatives, et le téléphone ne va plus sonner. Alors il y en a, ça ne dérange pas, et il y en a qui sont un peu perdus parce qu'ils n'ont plus tout ça. Donc là, vous avez quand même de quoi vous en sortir, puisque vous allez pouvoir utiliser la formule cumul emploi-retraite. Donc là, vous pourrez, à votre convenance, c'est vous qui en choisirez le temps, la durée, pouvoir reprendre une activité professionnelle, en plus de pouvoir percevoir votre retraite. L'avantage, c'est que ça vous fera une retraite, un capital, une somme complémentaire. Alors, il y en a qui n'ambitionnent pas de reprendre d'activité professionnelle. Ben, ces nouveaux retraités qui se sont donnés pendant leur temps d'activité des moyens, vont pouvoir les utiliser pour faire des voyages, pour faire tout un tas de choses. Mais l'assurance, elle est toujours présente. Elle est toujours présente. Donc vous allez devoir toujours quand même prendre du temps pour faire des arbitrages sur l'immobilier, sur les valeurs mobilières, sur l'assurance. Vous aurez toujours à surveiller vos contrats. Donc vous allez, comme on l'a vu, percevoir une rente complémentaire grâce à Madelin. Vous allez avoir un contrat d'épargne qui pourra être transmis dans de bonnes conditions à vos enfants. Et si vous avez bien écouté les conseils de votre assureur, vous aurez aussi souscrit un contrat épargne, pour votre conjoint. Bon, je ne reparle pas de la dépendance, on en a parlé tout à l'heure. Donc ce que je voulais dire pour conclure, c'est si vous devez vous souvenir d'une chose,
C'est comme nous venons de le voir, l'assurance fait partie des outils patrimoniaux dynamiques et indispensables dans une bonne gestion patrimoniale. L'assurance vous accompagnera tout au long des différents cycles de votre vie. On l'a vu, de l'installation à la retraite. Les placements, et vous pouvez le lire, les placements exotiques, les montages et les avantages fiscaux improbables devront être écartés au profit de contrats simples, sécurisés, et dont les avantages fiscaux ne risquent pas de remettre en cause tout ce que vous avez bâti. Donc ça, c'est le conseil que je vous donne, et si vous appliquez ce bon conseil, ce sera déjà quelque chose de très bien. Je vous remercie. Monsieur Lavadaz, malheureusement, il est vrai en tout cas pour nos experts qui sont donnés la peine de préparer ce travail nous avions prévu théoriquement 1 heure, nous sommes réduits à 45 minutes, ce qui fait que je suis obligé de bousculer. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. J'interviens surtout, pas du tout en tant qu'ancien président de la CARMF, mais comme utilisateur et gestionnaire de patrimoine pour moi-même et pour un certain nombre de gens qui m'ont fait confiance à titre amical, et pour vous dire ce que je pense de la gestion de patrimoine. La gestion de patrimoine, d'abord, il faut avoir un patrimoine, premièrement. Donc quand on s'installe, on n'a pas forcément un patrimoine, sauf si on a hérité. Donc il faut créer ce patrimoine. Et puis je comprends très bien qu'il y ait des gens qui disent « moi je veux accumuler un patrimoine », c'est-à-dire je veux devenir riche et accumuler un patrimoine que je vais transmettre à mes enfants. Et puis qu'il y en a d'autres qui disent bon, « moi je veux vivre, je veux bien vivre ». Et l'idée d'accumuler un patrimoine n'est pas forcément quelque chose d'intéressant pour eux. Finalement, si on voulait retrouver la simplification, une phrase qui simplifierait le bon gestionnaire de patrimoine, vu la fiscalité, le bon gestionnaire de patrimoine, c'est celui qui permet de faire payer le moins d'impôts possible sur l'ensemble d'une vie, sans avoir comme élément de choix dans les placements uniquement l'avantage fiscal. Parce que s'il n'y a que l'avantage fiscal dans un placement, il faut se méfier. Comme il faut se méfier de tous les placements qui sont absolument mirifiques. Il y a tout un tas de médecins qui ont été victimes des KIRA, des je ne sais quoi, des placements et qui ont tout perdu. Donc, le rendement mirifique, ça n'existe pas. S'il y a une sécurité, il n'y a pas un rendement mirifique. Alors, ce qui manque un petit peu dans cet exposé de gestion de patrimoine, j'ai trouvé qu'il manquait la présence d'un notaire. Je vais essayer d'y suppléer. Parce que j'ai dit qu'il fallait, pour être un bon gestionnaire de patrimoine, essayer de payer le moins possible d'impôts à l'État. Mais la loi est quand même relativement bien faite, il faut savoir l'utiliser. Si on ne l'utilise pas, on paye trop à l'État. Vous avez actuellement, en matière de donation, des tas de choses qui sont possibles et qui permettent d'alléger énormément le poids de l'impôt à la succession, le poids de l'impôt quand, par exemple, vous avez des enfants à charge et qu'ils continuent des études, alors que maintenant la part fiscale déductible pour l'enfant était nettement réduite, vous avez intérêt à leur faire une donation d'usufruit temporaire, comme ça vous enlève un revenu, et c'est eux qui le déclarent, et c'est donc moins fiscalisé. Et puis, une règle aussi importante, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Quand vous voyez le rendement d'un régime Madelin, ceux qui sont sur
indexé sur une base action, etc. Bon, c'est soumis aux aléas. Hein. Quand ça va bien, tout le monde se frotte les mains et dit « Ah, c'est très bien, j'ai fait des... » Mais pour parler d'un produit qui est en euros constants, qui est basé en général sur les obligations, on se dit, bon, le rendement est pas sensationnel. Mais il faut tenir compte du fait que si les gens qui souscrivent un contrat Madelin pensent que ce contrat va leur donner des droits à la retraite, et des droits à la retraite dont la valeur de capital du service de cette rente ne sera pas imposée à l'ISF. Or, l'ISF, un médecin qui va gagner 6 000 euros par mois, en l'espace de 45 ans, normalement, s'il gère bien son patrimoine, il doit être à l'ISF en fin de parcours. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. C'est comme la propriété de son appartement, les premières idées, c'est la propriété de son appartement personnel. Si vous avez un taux marginal d'imposition de 30% ou 40%, si vous avez un capital qui est par exemple indexé, qui est mis en action, vous touchez le revenu de ce capital pour vous payer un loyer d'appartement, c'est beaucoup moins intéressant que d'être propriétaire de son appartement. Parce que jusqu'à maintenant, bon, quelquefois on dit qu'ils vont revenir dessus, mais jusqu'à maintenant, quand on est propriétaire de son appartement, on n'est pas imposé sur la valeur fictive du loyer de cet appartement. Donc c'est toujours très intéressant. Oui, j'allais dire, la gestion de patrimoine, ça commence presque à la naissance, ça commence aussi au mariage de ses parents, ça dépend du contrat de mariage. Il faut aussi parler du contrat de mariage quand on se marie, parce que il y a des gens dont le contrat légal n'est peut-être pas le contrat idéal. Je vais vous parler maintenant un petit peu plus, si vous voulez, des possibilités de donation aux enfants, aux petits-enfants, etc. Les règles sont actuellement encore très favorables. Elles ont été encore plus favorables, mais elles sont encore favorables. Et si on ne les utilise pas, on est vraiment spolié. Par exemple, il faut savoir que avant l'âge de 80 ans, on peut donner à tous ses descendants, enfants ou petits-enfants, une somme de 31 865 euros, ce qui est quand même assez conséquent, tous les 15 ans. Et tous les 15 ans, on revient à zéro. Tous les 15 ans, on peut donner 100 000 francs par enfant. Là aussi, c'est important. Quand on voit l'évolution rapide des droits de succession, si on ne bénéficie pas de ça, et si on est à l'ISF, vous avez le fisc qui vous supprime pratiquement en 35 ans l'ensemble de votre succession, parce qu'il y a 45% de droits de succession, et vous avez un ISF qui est de 1% à peu près par an, donc c'est très pénalisant. L'intérêt aussi de donner de l'usufruit. Quand vous donnez à un enfant, quand vous donnez avant 31 ans, si vous ne donnez que la nue propriété, en réalité, vous ne donnez que 30%. Donc ça réduit énormément là. Donc c'est encore une méthode fiscale pour réduire les droits. Parler effectivement aussi des dons, des présents d'usage, d'ouvrir des livrets pour les enfants. Bon, tout ça toujours dans le même but de préserver ce qui a été acquis et de pouvoir le transmettre à ses enfants sans payer trop de droits de succession. Voilà. Bon, je crois que je vais essayer surtout de répondre aux questions, parce que le reste... 2 minutes de questions. Voilà.
Alors, oui, au niveau de la SCM, donc ça c'est prévu, même si les médecins, oui, à titre personnel, vous n'êtes pas obligé si vous êtes par exemple 2-3 médecins, de cotiser le même montant. Vous allez prendre en charge ce que vous consommez dans la SCM. Donc si un médecin qui l'utilise, un autre ne l'utilise pas, vous allez prendre à votre charge la partie que vous utilisez. Par contre, le ou la salarié, il va falloir la partager. Enfin, partager ce que vous donnez à cette salariée si vous donnez quelque chose. Mais c'est possible, c'est prévu. C'est les salariés. Ça se met souvent en place par ratification à la majorité des 2/3. Dans ce cas, il faut faire signer, s'il y a un salarié, il faut faire signer le salarié, mais c'est juste une information du salarié. Il ne peut pas vous bloquer, sinon il y a d'autres méthodes pour mettre en place. Mais souvent, c'est une signature, oui. Oui, ça c'est vous qui vous arrangez dans un acte, qui partagez la salariée lors de la mise en place. Ça pose aucun souci. C'est assez courant. Écoutez, oui. Alors la dernière. Monsieur qui nous a parlé de l'assurance pour la retraite, donc la cotisation mensuelle. Donc je voudrais que vous me confirmez ou pas. Donc on cotise mensuellement pour la retraite. Donc cette cotisation est déduite d'impôts. Par contre, au niveau, quand on commence à toucher les indemnisations lors de la retraite, on est taxé pour les indemnités. C'est juste ou pas? Merci. Oui, tout à fait. Lorsqu'on cotise tous les mois pour se constituer ce fameux capital pour percevoir une retraite à 65 ou 67 ans, c'est déductible du revenu de la 2035. L'imprimé fiscal 2035. Lorsque vous avez fini, vous prenez votre retraite, vous allez percevoir tous les mois une retraite. Donc là, c'est pareil. Il faudra faire un calcul pour savoir à partir de quand on va toucher cette retraite, parce que la percevoir l'année où on part en retraite, c'est pas forcément la meilleure période. Il vaut mieux attendre l'année suivante, où il y a déjà une baisse et on sera sur un taux marginal plus bas. Donc là, cette retraite que vous percevez est déclarable. Dans impôt, sur votre fiche d'impôt, il y a une partie retraite, enfin pension et retraite, et là c'est déclarable sur votre imprimé fiscal 2042, puisque vous avez plus de 2035. Non, on reste gagnant quand même, puisqu'on a bénéficié d'une déductibilité quand on est en activité sur un taux marginal. Disons, on va prendre n'importe quoi, on va dire 40%. Je suis en retraite, automatiquement j'ai une baisse importante de revenus, donc je vais me retrouver sur un taux marginal de 30% par exemple. Donc automatiquement on est gagnant. Bien écoutez, je vous remercie de votre patience et je remercie surtout nos experts. Vous trouverez ces documents sur le site, vous pouvez les télécharger, vous avez les coordonnées des intervenants, vous pouvez toujours les contacter ultérieurement. Merci de votre attention, mais on est vraiment obligé de passer la main à l'atelier suivant. Merci et bonne suite.